Vous êtes donc de manière générale pour plus d'Europe, les personnes consultées aussi sur les questions sociales, on l'a vu dans le sondage européen. Ça pose quand même une question de méthode. Comment vous comptez obtenir suffisamment d'alliés, par exemple, sur le salaire minimum européen? On a vu que la nouvelle patronne de la CDU, qui a priori sera la future chancelière, Annegret Kramp-Karrenbauer, a déjà balayé la simple idée du bouclier social d'Emmanuel Macron. Elle a dit que c'est une mauvaise solution. Comment vous comptez faire pour avancer sur ce point sans Berlin, par exemple? Mais le problème, ce n'est pas d'essayer de convaincre la droite. D'abord, il y a des résolutions qui ont été passées au Parlement européen. Savez-vous que le Parlement européen, bien plus ambitieux d'ailleurs que ne l'est Mme Loiseau, parce qu'on va revenir sur son SMIC européen, vous a-t-elle dit quel était le montant du SMIC européen qu'elle voulait créer? Non. Yann Brossat parlait de 60% du salaire médian. En l'occurrence, la cible que vise Mme Loiseau, c'est 50% du salaire médian. Combien cela fait-il en France? 888 €. Alors ce serait pas, le SMIC ne passerait pas là, mais si vous faites une cible européenne à 50% du salaire médian, vous n'empêcherez pas une partie du patronat français de dire écoutez, puisque c'est là un standard européen, voyez-vous, notre SMIC est peut-être un peu trop élevé. La réalité aujourd'hui, c'est que le Parlement européen, et je tiens à vous le dire, à l'initiative d'un parlementaire européen, M. Balas, candidat sur ma liste, a fait voter une résolution qui demande que le SMIC européen soit non pas à 60% du salaire médian, mais à 60% du salaire moyen, ce qui est tout à fait différent et indiquerait que la cible, même pour la France, c'est une augmentation du salaire minimum. La question que vous me posez, elle est simple, c'est de dire les adversaires du SMIC, aujourd'hui, ne sont pas pour le SMIC. Mais les alliés de la France, en l'occurrence. L'Allemagne, allié fort de la France. Mais non, mais ça, c'est les alliés de la France. L'Europe ne repose pas sur le couple franco-allemand. Non, moi, je ne suis pas allié à la droite allemande. Pardon de le dire. J'aimerais que, d'ailleurs, la gauche allemande s'en souvienne et qu'elle ne soit pas elle-même alliée de la droite allemande, en tout cas le SPD. Mais je pense aujourd'hui qu'il faut construire et changer la règle du jeu qui veuille qu'on se fonde sur de vieilles familles politiques en Europe, qui aujourd'hui sont obsolètes pour la plupart, notamment à gauche, et qu'on essaye d'imaginer demain comment la démocratie européenne peut fonctionner sur des rapports de force différents. Je crois, moi, que le rôle du Parlement européen et l'attitude qu'il aura vis-à-vis de la Commission et du Conseil seront déterminants. Aujourd'hui, le Parlement européen est en codécision sur la plupart des sujets. C'est très important. Pourquoi croyez-vous que les lobbies mettent autant d'argent à essayer de convaincre les parlementaires européens s'ils n'avaient pas de pouvoir? Ils en ont beaucoup de pouvoir. La question c'est, l'exerce-t-il jusqu'au bout? Est-ce qu'aujourd'hui, le Parlement européen est capable de refuser le vote d'un budget si ce budget ne correspond pas aux souhaits qui sont les siens? Ce sont sur ces méthodes et ces stratégies que nous construirons non seulement la démocratie européenne, mais des résultats dont moi je souhaite qu'ils soient différents. Et sur le salaire minimum, si à partir du principe que une Allemande de droite n'est pas d'accord, on commence à ranger nos propositions sociales, pardon, mais autant pas faire la campagne. Enfin, l'Europe, c'est aussi des alliances, des accords. Ça ne m'a pas échappé. S'entendre avec ses voisins. Je vous fais noter que Génération est la seule formation politique à ces élections qui est membre d'un parti transnational européen et que nous n'avons qu'un seul programme en Roumanie, en Allemagne, en France ou au Portugal. Il n'y a pas de différence. Trouvez, en tout cas comparer, et vous verrez que nous sommes les seuls à être sur ce point véritablement européen. Vous étiez monsieur Revenu Universel lors de la campagne présidentielle. Aujourd'hui, vous parlez d'un dividende citoyen universel, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez développer cette idée? Là aussi, comment arriver à convaincre sur ce point? En fait, paradoxalement, ce n'est pas mon idée, c'est au point de départ. Justement, c'est dans le cadre de ce parti européen que nous avons essayé d'imaginer, ou que d'autres ont imaginé, de quelle manière nous pouvions concevoir que l'Europe, plutôt que de continuer, la plupart du temps, à avoir une politique à l'égard des entreprises, et à travers sa politique de création monétaire, elle facilite aujourd'hui les conditions d'accès au crédit pour les entreprises, auprès des banques privées. Est-ce qu'on pouvait imaginer, sur le modèle un petit peu de ce qui se passe en Alaska, un dividende qui serait versé ou par les banques centrales ou par la Banque centrale européenne aux citoyens? Et on l'a imaginé en le fondant sur un prélèvement sur les entreprises nouvellement cotées, comme un moyen de pouvoir verser un dividende qui pourrait être d'une petite centaine d'euros au départ, mais comme une contribution positive de l'Europe au pouvoir d'achat des ménages européens. Mais ce qui me semble le plus important, c'est de dire aujourd'hui que si l'Europe en reste finalement à des politiques qui sont, sur les questions budgétaires, poursuite de l'austérité, sur les questions économiques ou commerciales, poursuite du libre-échange, sur les questions de fonctionnement du marché intérieur, un seul principe, la concurrence. Bon, on les aura, les nationalistes, on les a déjà. Mais, et je le dis ici, prendre l'Europe au sérieux, et je m'adresse à ceux qui sont dans cette salle, prendre l'Europe au sérieux,
c'est pas commencer par dire que le sujet il est entre les nationalistes et les libéraux. Si on ne voit rien au milieu, alors on se prépare au pire. C'est-à-dire que le jour où les gens en auront vraiment, vraiment marre, eh bien ils prendront les nationalistes. Et ceux qui auront pris la responsabilité de dire qu'il n'y a qu'un seul adversaire aux politiques libérales, ce sont les nationalistes, mais pas ceux qui défendent la transition écologique, le progrès social, c'est-à-dire la gauche et les écologistes, je pense que ceux-là, les libéraux, Emmanuel Macron en tête, auront pris une immense responsabilité dans le fait de faciliter l'accès au pouvoir de solutions autoritaires, hélas, racistes et xénophobes la plupart du temps. Marc Bassett pour El País. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour monsieur. Votre message, on peut dire, est très pro-européen, probablement l'un des plus pro-européens qu'on entend parmi les candidats. Nous parlons ici de l'Europe sociale, mais les politiques sociales sont pour la plupart une question nationale aujourd'hui. Est-ce que l'Europe devrait s'occuper de la protection sociale? Est-ce que la France devrait renoncer à sa souveraineté quand on parle de politique sociale européenne? Non, mais moi je pense qu'il faut commencer à harmoniser. Il y a un texte qui est en trilogue entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen sur justement l'harmonisation des systèmes de protection sociale en Europe. Donc on y réfléchit, on avance, on y travaille. Dès lors que cette harmonisation se fait dans le sens d'une élévation des standards, réjouissons-nous. Prenons les choses simplement. Qu'est-ce qui nous différencie des États-Unis ? On a en commun le marché et la démocratie. Si tant est que les États-Unis, si ça reste une démocratie imparfaite comme la nôtre. C'est le cas. Bon, mais bon, c'est vrai que celle-là, pardon. Donc le marché et la démocratie. Qu'est-ce qu'on avait en plus? Qu'est-ce qui faisait l'originalité du modèle européen? Un haut niveau de protection sociale qui s'effondre, un haut niveau de service public qui s'effondre encore plus. La question va se poser de savoir ce que sont nos préférences collectives. Moi, je crois aujourd'hui que nous devons avoir une ambition en matière d'harmonisation ou de lutte contre le dumping social qui passe par une élévation des standards. Et moi, je ne redoute pas l'Europe. C'est-à-dire que si nous avons des standards plus élevés, nous les conserverons. Si on nous pousse à nous améliorer, et en l'occurrence, je prenais l'exemple de l'inspection du travail, nous n'avons pas un nombre d'inspecteurs du travail suffisant pour correctement faire une mission de contrôle dans les entreprises. Nous n'avons pas assez d'agents de la CCRF, la répression des fraudes, pour correctement assurer la loyauté des transactions dans le domaine de la consommation. Donc on y remédie grâce à l'Europe, c'est ça? On y remédie grâce à l'Europe, soit par la création d'autorités administratives européennes, c'est pour ça l'inspection européenne du travail, ou une police sanitaire et environnementale européenne. On y remédie quand on n'a pas assez de moyens ou de puissance au niveau national, mais ne commençons pas par dire, ça, effectivement aujourd'hui, l'Europe n'apporte que des mauvaises nouvelles. Oui, elle en a apporté beaucoup, mais par choix politique. Donc par choix politique, on peut aussi faire radicalement différemment de ce qui est fait aujourd'hui. Marc Bassett. Vous proposez dans votre programme, et vous l'avez mentionné, le New Green Deal européen avec, je crois, 500 millions d'euros, ainsi que le revenu universel européen qui serait financé en partie par la Banque centrale européenne. Qu'est-ce qui vous fait penser que les pays du nord de l'Europe et l'Allemagne seront d'accord pour payer tout ça? Quand on voit que même le président Macron a des difficultés pour faire avancer son modeste budget européen. Est-ce qu'il n'y a pas un peu l'image des Français qui ont des grandes visions pour l'Europe, mais c'est les autres qui vont payer? Il nous reste très peu de temps, Benoît. Pour moi, ma vision, elle est humble et sérieuse. Humble dans le sens où je pense qu'il faut en finir avec l'intergouvernemental. Jusqu'ici, la France a une stratégie dont moi je juge qu'elle est à la fois très arrogante et très archaïque, qui consiste à dire la France va convaincre les autres. Je pense que c'est par le Parlement européen, c'est pour ça que c'est plus humble, mais que je pense que c'est plus moderne, que c'est par le Parlement européen, en codécision avec le Conseil, que nous parviendrons à changer le cours de la construction européenne. Je ne crois pas du tout au génie français capable d'aligner tous les autres pays sur notre agenda. Je crois par contre que par l'homogénéisation aujourd'hui des perceptions ou des demandes sociales et démocratiques des peuples européens, nous pouvons, au Parlement européen, changer la donne. En clair, moi, ma réponse, ça n'est pas la France va réussir à renverser la table, c'est la démocratie au Parlement européen renversera la table. Et ce sera le mot de la fin, temps de parole oblige. Merci infiniment, Benoît Hamon, d'avoir été notre invité aujourd'hui dans Place de la Santé Europe sur Public Sénat. Je vous invite à regagner les coulisses par ici, vous passez devant la scène. Merci beaucoup.